où on prend du retard et on voit bien qu'on décroche complètement. Le Figaro, on a fait ses gros titres il n'y a pas si longtemps, il y a quelques jours, sur la France qui recule en Europe de manière accélérée. Mais ça ne se voit pas encore. Je pense que pour l'immense majorité des Français, tout ça reste très très abstrait. Comme c'était très très abstrait pour les Grecs avant la grande crise financière, où il y avait quand même déjà des économistes qui expliquaient que tout ça n'était pas très viable. Et le jour où ils ont vu les magasins se vider, les assurances privées prendre leur lait de l'État et les salaires diminuer de 1/3 ou 40%, là ils sont vraiment aperçus ce que ça voulait dire. Je ne suis pas sûr qu'en France on ait encore tellement souffert, pour tout vous dire. Alors je ne le souhaite pas, mais il se trouve que là, pour le moment, on s'en sort plutôt encore bien, quoi. Et c'est difficile à imaginer pour des Français de ma génération, de celle de nos parents a fortiori, qu'un pays aussi grand, aussi puissant que la France, qui était 5e puissance mondiale, pourrait un jour arriver à ces extrémités. Bonjour Pierre-Jean Doriel. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview pour Epoch Times et NTD L'Actu. Vous êtes directeur général de l'Institut des Français de l'étranger, un think tank donc, qui analyse les politiques publiques étrangères que l'on pourrait reprendre en France. Et donc vous avez publié une étude en automne 2025 sur Javier Milei et ses succès économiques. Est-ce qu'on pourrait revenir dessus pour commencer ? Juste pour préciser, l'Institut des Français de l'étranger utilise les témoignages des Français expatriés dans les pays qui nous font remonter des informations. Donc c'est vraiment au plus proche du terrain et c'est du vécu. On n'est pas que dans le chiffre, on est dans le vécu, sur effectivement toutes ces politiques publiques. Et on a publié cette étude pour 2 raisons principales. Premièrement, parce que les élections législatives fédérales allaient arriver en Argentine et on faisait un premier bilan, si j'ose dire. On essayait de faire un premier bilan. Et deuxièmement, parce qu'en fait, beaucoup de Français expatriés là-bas nous ont dit il se passe quelque chose. Alors, on le savait un peu, il y a eu quelques articles décrits, mais eux nous l'ont dit il se passe quelque chose en Argentine, il y a une nouvelle dynamique et ça va vraiment dans le bon sens. Donc, ça, il nous a paru intéressant de le voir, d'autant plus intéressant que la politique de Javier Milei est absolument ce qui est honni dans beaucoup de forces politiques, notamment en France. Donc, aussi, allons voir ce qui s'y passe. D'abord, Javier Milei, il est arrivé au pouvoir démocratiquement, et totalement démocratiquement. Alors, c'est bon de le préciser, parce que dans certains commentaires, parfois, on laisse sous-entendre qu'il aurait pu... Bon, non, il est arrivé dans un cadre porté par le suffrage populaire. Voilà, clairement, ça a été ça. D'un pays, je le rappelle, qui, avant qu'il arrive au pouvoir, avait une inflation à 300%, une monnaie qui ne valait plus rien, à tel point d'ailleurs qu'il y avait un double cours avec le dollar et qui servait vraiment de monnaie usuelle en fait. Un taux de pauvreté qui augmentait année après année, une dette complètement abyssale, et un État péroniste, en l'occurrence, qui avait comme seule réponse il n'y a que nous qui soyons assez raisonnables pour gouverner le pays. Alors ça vous rappellera quelques souvenirs avec le discours aujourd'hui. Donc le péronisme était de toute éternité le seul capable de pouvoir régir raisonnablement, puisque c'est un mot à la mode, l'Argentine. Milei arrive, porté par un peuple qui n'en peut plus, clairement qui n'en peut plus, avec une inégalité sociale absolue, alors une inégalité entre les prébendes du régime et ceux qui ne les ont pas. Donc ce n'est pas les riches et les pauvres, là c'est ceux qui sont sûrs d'être payés, enfin, globalement sûrs d'être payés à la fin du mois, et ceux qui doivent se battre pour arriver à l'être, quoi. Et donc c'est vraiment moi j'appelle ça une révolution douce, populaire. Ça a été une surprise venant de quelqu'un qui n'était pas du sérail, qui n'était pas du tout dans la politique habituelle. C'est un économiste, hein, c'est un pur économiste qui a été professeur, qui a été vraiment professeur d'économie, et quelqu'un qui a eu contre lui, évidemment, le pouvoir en place, enfin les forces politiques en place, qui est de bonne guerre, l'intégralité des médias, eux-mêmes nourris par ces forces politiques, et par une bonne partie de l'intelligentsia argentine. Et malgré tout, il a réussi. Donc, c'est quand même bien de le rappeler que ça peut être possible. Milei n'a pas menti aux gens. Il n'a jamais menti aux gens. Il a clairement dit ce qu'il allait faire et il a fait, et il fait ce qu'il a dit qu'il ferait.
Il avait prévu de faire des coupes dans le nombre de fonctionnaires, il avait prévu de simplifier l'organisation de l'État, il avait prévu de supprimer des ministères, il avait prévu de fermer des officines, il l'avait dit, et il a été élu pour ça, et il a fait ce pourquoi il a été élu. Et à titre personnel, c'est quelqu'un à qui j'ai beaucoup d'estime parce que, en tout cas en Argentine, si son succès, il le doit aussi à ça. Il a fait ce qu'il a dit qu'il allait faire. Voilà. Et ça, je crois que le peuple argentin, et c'est vrai que ça nous est remonté aussi, qu'en discutant, même ceux qui ne sont pas d'accord avec lui disent « mais ça, honnêtement, il a clairement dit ce qu'il allait faire ». Je veux dire, on ne peut pas l'accuser d'avoir pris les gens en traître. Donc, c'est déjà une chose énorme. L'Argentine, c'est quand même une grande démocratie qui était complètement sclérosée par un parti quasi unique, parce que c'est le plus important, le péronisme, avec des forces de gauche loin d'être majoritaires, mais extrêmement bruyantes, qu'on entend beaucoup, notamment dans les grandes villes. Et il ne se passait rien. Donc c'était vraiment l'immobilisme le plus total. Et lui est arrivé. Alors je trouve que ça donne quand même un bel espoir de se dire que malgré tout, parfois, on peut avoir des belles surprises. Et Milei, pour l'Argentine, en tout cas pour le moment, est une belle surprise. On avait prédit que Javier Milei perdrait ses élections législatives en automne dernier. Ce n'a pas été le cas. Il a eu plutôt une franche victoire. Comment on explique finalement ce décalage entre l'image que l'on renvoie de Javier Milei dans les grands médias et ce qui se passe en Argentine? Parce qu'en fait, alors, les grands médias en Europe et en France particulièrement, vraiment particulièrement en France, effectivement, vous avez raison, ça a été, avant les élections, on a eu droit à absolument toutes les prévisions d'un effondrement, et que ça serait scandaleux vu que la pauvreté augmentait en Argentine, etc., ce qui était faux. Mais voilà. Et force est de constater qu'ils ont tous été pour leurs frais, mais vraiment, parce que c'était une grande victoire, parce qu'il a maintenant un tiers du Sénat, un petit tiers du Sénat. Il a quand même un groupe à l'Assemblée de 78 ou 77 députés, ce qui n'est pas la majorité, loin de là, mais ce qui lui fait déjà une base de coalition très très forte. Non, c'est qu'en fait, comme d'habitude, nos élites, parce que je pense que c'est vraiment le sujet, en fait, nos élites en France, journalistiques ou politiques, enfin, peu importe, regardent ça avec un prisme de leur culture et surtout avec une légère... comment dire, un léger mépris pour ce qui se passe là-bas. Ce n'est que l'Argentine, après tout. Et donc, eux, ils savent, évidemment. Et donc, Milei, évidemment, quelqu'un un horrible, alors d'extrême droite, je dirais pas, mais populiste, assurément, et surtout libéral, ultra-libéral. Alors, je crois que c'est encore pire qu'extrême droite, pour être tout à fait honnête. Je crois qu'ultra-libéral, là, on est vraiment, on est aux gémonies avec torture préalable. Et du coup, ils ont regardé ça, c'est pas possible, le peuple ne peut pas supporter ça. Mais en fait, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que Milei, le peuple endure ce qui est en train de... Alors, a enduré les réformes et on commence à en tirer les fruits, parce que de mémoire, la croissance de l'Argentine, c'est 5,5 en 2025 et l'OCDE prévoit 4,7 pour 2026. On en est très très loin avec notre petit 0,9. Ça va pas régler les problèmes économiques du pays en un jour, mais ça redonne quelque chose qui, à mon sens, est le plus précieux. Ça redonne de l'espoir. Ça redonne de l'espoir aux étudiants de pouvoir refaire une carrière. Ça redonne de l'espoir aux salariés de pouvoir regagner leur vie, de voir un meilleur job. Ça donne de l'espoir à toute une catégorie de la population qui ne dépendait pas de l'État, pour le coup, qui était vraiment pour le coup ruiné par, je le rappelle quand même, une inflation à 300%, un taux de pauvreté global qui était à 45%. Enfin, c'était quand même... Là, pour le coup, on était vraiment dans une catastrophe quasi humanitaire. Et donc, Milei a été réélu parce que, il a redonné espoir. Deuxièmement, il a fait ce qu'il avait dit. Et puis, il a aussi prouvé que, et ça, on ne peut pas le mettre de côté, que la caste péroniste au pouvoir depuis des dizaines d'années, elle était rentrée au panier et avait quand même eu le mérite avait été mis de côté. Il y avait toute une clientèle péroniste, etc., qui a été largement nettoyée. Les réformes sur les fonctionnaires, d'ailleurs, la diminution du nombre de fonctionnaires a permis d'épurer et d'arrêter tous ces systèmes parallèles de paiement, etc. Donc ça a été bien vu par la population et notamment par les jeunes. Alors vous avez une gauche en Argentine qui est une gauche qui peut être très extrême quand même,
euh, inspirée par le Tché, etc., puisque c'est quand même la zone, qui est minoritaire chez les jeunes. Alors c'est le fait d'urbains diplômés souvent. Donc ce qui vous rappellera la sociologie d'un certain parti de gauche chez nous, des urbains très diplômés et souvent euh, très marqués dans l'extrême gauche. Non, la jeunesse a voté massivement pour Milei. Donc c'est quand même un signe. Je veux dire, ça veut dire quand même quelque chose, c'est-à-dire qu'il donne l'espoir. Et ça vaut tout. Et ça, les commentateurs français ont eu du mal à le voir. Régulièrement, d'ailleurs, Milei est cité. Je crois que j'ai lu un article passé il n'y a pas longtemps dans un grand magazine, il me semble Géo, qui a mis évidemment la part belle à la pauvreté en Argentine, etc., en oubliant de préciser que cette pauvreté n'a jamais été aussi bas depuis 26 ans, que les entreprises réouvrent. Alors certes, le peso est encore un peu surévalué, il y a des problèmes aux exportations, mais enfin, le pays redémarre. Je veux dire, c'est quand même, venant de là où ils partent, c'est quand même assez énorme. Et je refais le parallèle avec la Grèce. C'est exactement ce qui se passe en Grèce aujourd'hui. Les jeunes qui avaient émigré massivement il y a une dizaine d'années commencent à revenir, ce qui est quand même un signe plutôt encourageant. Le pays est géré de manière tout à fait au cordeau, mieux que nous, d'ailleurs maintenant, mieux que nous. Vous constatez la même chose au Portugal, vous constatez la même chose en Italie. Et finalement, ce qui reste au milieu de tout ça? Une France qui n'arrive pas à se réformer, mais qui continue à donner des leçons à la planète. Tout un tas de partenaires européens, et je pense notamment à un partenaire européen qui monte très très fort et qui est quand même la grande puissance économique de demain, en tout cas en Europe centrale, c'est la Pologne, qui est en train franchement de nous tailler des croupières dans bien des domaines, quoi. Et vous pensez il pourrait y avoir un espoir en France d'adopter certaines mesures que Milei a prises en Argentine? Alors, je vais vous dire, je pense, enfin, moi, je suis pas, je ne lis pas dans le mar de café, malheureusement, j'adorerais, mais Milei est quand même arrivé à un moment où ce pays qui a connu des chocs monétaires, des chocs économiques, euh, il y en a eu 3 depuis les années 2000, c'est énorme, avec une résilience à chaque fois quand même assez admirable. Je pense que le peuple argentin a tellement souffert qu'à un moment, il a dit, on va essayer. Je ne suis pas sûr qu'en France, on ait encore tellement souffert, pour tout vous dire. Alors, je ne le souhaite pas, mais il se trouve que là, pour le moment, on s'en sort plutôt encore bien, quoi. Vous pensez donc qu'il pourrait y avoir un dérapage, on a peut-être déjà commencé à déraper dans le budget des finances publiques. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire face à une situation, à un danger, un scénario peut-être à la grecque en France? Ah bah, alors un scénario à la grecque, c'est un peu compliqué, parce que la Grèce était un petit pays. On voit ce que ça a coûté en milliards de soutien. Alors la France, c'est un peu un autre sujet. Euh, Mais c'est pas exclu, enfin, je veux dire, c'est absolument pas exclu, parce que, enfin, pour vous donner une idée, quand Milei est arrivé au pouvoir, la dette versus le PIB, c'était 156%. On n'en est pas si loin en France, hein. Alors évidemment, la structure économique du pays est différente. Et pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, là j'ai regardé avant de vous rencontrer les derniers chiffres, et les dernières projections sur ce même ratio en Argentine pour 2026, c'est 76%. C'est-à-dire que le ratio a été divisé par 2 en 2 ans. Ça n'a pas été fait par l'opération du Saint-Esprit, ça a été des mesures drastiques. La Grèce, même combat. La Grèce, ils ont enlevé 30% aux retraites, supprimé les 13, 14, 15, 16, 17e mois qu'il pouvait y avoir dans certaines catégories, coupé dans les fonctionnaires, coupé dans plein de postes et plein de bureaux qui ne servaient pas à grand-chose, diminuer les salaires. Enfin, ça a été d'une violence rare, rare. L'IFE avait fait une étude sur la remontada grecque, justement, il y a quelques temps, et on avait interrogé des Grecs, des Franco-Grecs qui habitaient là-bas, qui expliquaient que c'est vraiment des moments où ils ont eu quelques années où ils n'avaient plus rien pour se nourrir, où ils n'arrivaient plus à vendre ce qu'ils produisaient. Donc ça, c'était réglé. Et donc les Grecs, oui, l'exemple grec, c'est ce à quoi on pense à chaque fois qu'on parle de la dette française, hein. Il y a un moment ou un autre, on y pense. Mais je ne suis pas sûr que les Français aient la même résilience que les Grecs, si j'ose dire.
Et donc, vous pensez qu'on prend la mesure de ce qui est en train de se passer en France, si par exemple les taux auxquels le gouvernement emprunte continuent de grimper, que la note des agences de notation continue d'être abaissée année après année, est-ce qu'on n'a pas une trajectoire un petit peu catastrophique? Certains économistes, en tout cas, s'en inquiètent. Oui, mais je pense que beaucoup de Français ne le voient pas dans leur quotidien et ne se rendent pas compte. Et c'est difficile à imaginer pour des Français de ma génération, de celle de nos parents a fortiori, qu'un pays aussi grand, aussi puissant que la France, qui était 5e puissance mondiale, pourrait un jour arriver à ses extrémités. Euh, les milliards de dettes, tout ça reste bien abstrait pour le commun des mortels. C'est déjà compliqué à imaginer pour nous, c'est encore plus compliqué à imaginer. Je crois que les gens sont persuadés que d'une manière ou d'une autre, l'État payera toujours. Et si c'est pas l'État qui payera, ce seront les plus riches. Bon, c'est un peu, voilà, on le voit bien dans les discussions budgétaires d'aujourd'hui. Je veux dire, François Bayrou avait fait quand même de son passage au gouvernement un combat pour réduire la dette. Bon, tout ça semble bien oublié aujourd'hui. Alors on explique quand même qu'il faut supprimer quelque chose, mais tout ça est complètement anecdotique. On est en train de se battre pour un budget en déficit de 5%. Qu'on n'arrivera probablement pas à tenir d'ailleurs, mais on verra. Mais c'est quand même assez baroque. Je pense que pour l'immense majorité des Français, tout ça reste très très abstrait. Comme c'était très très abstrait pour les Grecs avant la grande crise financière, où il y avait quand même déjà des économistes qui expliquaient que tout ça n'était pas très viable. Et le jour où ils ont vu les magasins se vider, les assurances privées prendre leur lait de l'État et les salaires diminuer de 1/3 ou 40%, là ils sont vraiment aperçus ce que ça voulait dire. On en est loin, évidemment, j'espère. Mmh. Justement, à propos du budget qui a été adopté lundi, on a l'impression d'un processus qui se répète depuis les 4 dernières années, un processus de débat difficile avec une chronologie qui reste essentiellement la même, c'est-à-dire un budget qui est débattu pendant des mois avec plusieurs 49.3 déposés, des motions de censure, et donc un budget qui est adopté dans la douleur en début d'année suivante. Et certains économistes commentent cela en disant on assiste un petit peu à un spectacle politique pendant plusieurs semaines et qu'au final, nécessité fait loi et on a besoin donc de payer la masse salariale, les fonctionnaires. On l'a reconduit temporairement parce qu'il fallait bien que le système marche, donc ça, voilà. Mais là, il y a un autre budget qui me paraît un peu à côté de la plaque pour plein de raisons, mais je pense que objectivement, on ne peut pas être démocrate et passer d'un revers de manche la représentation nationale. Bon, il se trouve que là, la représentation nationale, depuis la dernière dissolution, c'est quand même très très compliqué. Et tant qu'il n'y aura pas un changement, ça se passera comme ça de toute façon. Mais on prend du retard, quoi. On prend vraiment du retard. Et j'en veux pour preuve toutes les alertes des chefs d'entreprise et de tous les secteurs possibles et imaginables. Hein. Ça va de Bernard Arnault à Schellcher pour CMU, où on prend du retard et on voit bien qu'on décroche complètement. Le Figaro, on a fait ses gros titres il n'y a pas si longtemps, il y a quelques jours, sur la France qui recule en Europe de manière accélérée. Mais ça ne se voit pas encore. Et qu'est-ce que vous pensez des solutions apportées par les partis politiques? Est-ce qu'on est plus dans l'ordre du consensus? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt une réforme franche et nette pour redresser les finances publiques? On a l'impression que on va un peu plus taxer par ici, un peu moins taxer par là. Ah, mais de toute façon, ça c'est historiquement, c'est le grand problème de la France, c'est qu'on n'a jamais su réformer assez radicalement, mais dans le consensus, ce qui est plutôt une tradition protestante, si j'ose dire, et assez peu catholique, pour reprendre Weber. Mais non, il n'y a pas de... les réformes qui marchent, c'est des réformes qui font mal, quoi. Et Milei, encore une fois, on peut être contre, on peut être pour. Enfin, on peut être contre, on peut être pour, a priori plutôt pour, puisque j'ai lu avec stupéfaction qu'il y a 2 jours, le prix Nobel d'économie Philippe Aghion, qu'on ne peut pas vraiment accuser d'être un dingue de libéralisme, a félicité Milei pour ses réformes, en disant que c'était vraiment tout ce qu'il fallait faire pour remettre le pays sur les rails en termes de développement économique, de nouveautés, de création d'entreprises, etc.
quand Philippe Aghion, dont on connaît quand même les opinions, Félix Millet, on est peut-être en droit de se poser des questions. La Grèce, là, ressort avec des taux de croissance et un budget en surplus depuis maintenant 2 ans. L'Argentine, c'est ce qui se passe. Le Portugal, à sa manière, a fait des réformes drastiques. L'Italie fait des réformes drastiques. D'ailleurs, on en voit le résultat aujourd'hui avec quand même des performances économiques meilleures que les nôtres. Mais nous, non. Mais vous savez, on est dans un pays où c'est très très compliqué parce que quand vous voyez, Milei, par exemple, a supprimé 10% des fonctionnaires. Mais 10% des fonctionnaires en Argentine, l'Argentine, c'est à peu près 45 millions d'habitants. Mais combien y a-t-il de fonctionnaires fédéraux? Il y en a 300 ou 400 000. Donc 10%, ça fait grosso modo 40-50 000. En France, vous imaginez combien on a de fonctionnaires? C'est-à-dire que vous comme moi, on a dans notre famille des gens qui travaillent pour l'État, qui sont fonctionnaires d'une manière, professeurs, médecins, etc. Ou administrateurs. Donc vous imaginez si demain, on décide de supprimer 10% des fonctionnaires de France, d'abord ça ferait quelques centaines de milliers de personnes, et tout le monde serait concerné. Vous seriez concerné, je le serais et tout. Et ça, c'est inimaginable. On a un système qui fait que maintenant, tout dépend de cette espèce de puissance publique qui irrigue l'économie, qui s'est enracinée dans les vies des familles, dans les systèmes économiques. Donc en fait, c'est compliqué de réformer ça, parce que ça demande des efforts, et c'est toujours les autres qui font les efforts, c'est jamais soi, c'est de bonne guerre. Donc je suis assez dubitatif, et on nous parle depuis 30 ans de la réforme de l'État. Il y a eu des choses magnifiques, notamment au ministère des Finances. On est les meilleurs du monde, mais on voit bien ce qui se passe. Qu'en fait, on a les pouvoirs régaliens, enfin la santé qui est dans l'état dans lequel on connaît, l'enseignement qui est en train de tomber complètement en décrépitude malgré l'immense bonne volonté de beaucoup de professeurs. Une armée dont on a absolument coupé les budgets allègrement, on voit bien qu'aujourd'hui elle est plus... Mais d'un autre côté, des services publics dans les villages qui disparaissent, et pourtant toujours plus d'impôts, toujours plus de taxes. Donc en fait, le vrai phénomène politique intéressant de ces dernières années, à mon avis, sur Twitter, ça a été le hashtag Où va l'argent ? Parce que là, pour rebondir sur ce que vous me disiez tout à l'heure, on se dit qu'il y en a quand même qui commencent à prendre conscience qu'il y a un truc qui ne va pas, quoi. Donc voilà, mais personne n'a la solution. Donc je pense franchement que... Enfin, j'avoue qu'en France, on a du mal à faire des réformes en douceur. On peut interpréter ça comme on veut, quoi. Et pourtant, il y a peut-être une sorte de situation paradoxale quand on sait qu'aujourd'hui 60% des Français dépendent donc en partie du moins de l'argent public. Et d'après une étude d'Elab en janvier pour Le Figaro, 76% des Français pensent qu'il y a trop d'assistanat dans le pays. Comment est-ce qu'on s'y prend aujourd'hui pour réformer les dépenses publiques dans ces conditions? Mais attention, 76%, ce qu'on oublie de dire tout le temps, 76% des Français pensent qu'il y a trop d'assistanat dans le système actuel pour les autres. C'est toujours sous-entendu pour les autres, parce qu'on est tous quelque part assistés. À partir du moment où vous prenez un billet de train, la moitié de votre billet est déjà payé par l'État. Les transports publics, c'est le cas. La Sécu, on est quelque part, c'est une forme d'assistanat. Je ne vous parle pas de toutes les aides qu'on peut avoir, etc. Et pour vous donner un exemple tout à fait personnel, j'ai une de mes filles qui a un abonnement vélo électrique, je ne sais pas, un truc de la ville de Paris qui est gratuit pour elle. Donc c'est de l'assistanat, et pourtant ça a un coût, ça ne nous coûte rien. Donc on est tous... Non, c'est 76% des Français jusqu'à trop d'assistanat pour mon voisin. Il faut toujours imaginer ça, et c'est toujours un peu le problème dans ces sondages, et pensez-vous que vous êtes trop assisté? Ça serait intéressant d'avoir le nombre de réponses, là, pour le coup. Si vous demandez aux Français, pensez-vous que vous êtes trop assisté par l'État? Je pense qu'il y en a à peu près 15% qui diraient oui. En fait, ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure, c'est que le jour où une grosse réforme sera vraiment nécessaire, une réforme en fonte de l'État, de son infrastructure et des dépenses publiques, on va beaucoup souffrir. On est obligé de passer par une période de souffrance ou de remise en cause. Je ne sais pas si guérir, c'est souffrir, mais parfois oui.
Parfois, oui, il le faut. Mais oui, il le faut, mais de toute façon, on va souffrir. Enfin, déjà, on souffre déjà, hein, quand vous voyez, enfin, les plus jeunes générations souffrent déjà. Aujourd'hui, la pauvreté, elle était, au début des années 80, elle était essentiellement concentrée dans les personnes les plus âgées, qui avaient des retraites ridicules, parce qu'évidemment, les systèmes n'étaient pas tout à fait les mêmes. Aujourd'hui, la grande pauvreté, elle se concentre chez les moins de 30 ans. Donc déjà, eux souffrent. Quand il ne vous a pas échappé que beaucoup de jeunes générations se tournent vers des partis très extrêmes, qu'ils soient à gauche ou à droite, c'est un signe de souffrance. Je pense que les générations qui vont arriver à la retraite dans 5-10 ans vont elles aussi souffrir, parce qu'elles auront vraiment payé toute leur vie, et elles vont évidemment toucher beaucoup, beaucoup moins que leurs parents. Et ça va être très concret, hein, très, très concret. Et donc là aussi, ils vont souffrir, parce qu'elles, pour le coup, les charges continuent d'augmenter. Donc c'est un vrai sujet. Et on va devoir se serrer la ceinture, mais ça ne veut pas dire forcément... Enfin, moi, j'avoue que je me prépare au fait qu'un jour ou l'autre, il va falloir arrêter les frais, qu'on va devoir payer. Mais je pense que nos aïeux qui ont été se battre dans les tranchées, eux aussi ont souffert, des choses, je pense, bien plus définitives que ce que nous, on s'apprête à souffrir. Donc, bon, relativisons, mais c'est vrai que le temps glorieux du open bar et du tout gratis et du on fera payer par nos enfants, on touche un petit peu à sa fin. Il reste à savoir quand ça va vraiment, vraiment être compliqué. D'après Olivier Babot, le président fondateur de l'Institut Sapiens, il y a un ras-le-bol des Français donc, face à une injustice sociale quand on voit que la loi protège plus souvent ceux qui profitent du système. D'après lui, donc, on organise à travers le système de protection sociale qui est extrêmement dense, un système d'irresponsabilité en France. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Complètement. Mais c'est absolument le cas. Il y a eu, alors pour reprendre cet exemple, on a fait une étude sur le financement de la santé et on a pris des exemples, notamment Singapour. Et Singapour a fait un exemple très intéressant. Ils sont passés au système comme nous de la carte vitale. Donc vous avez une carte et en fait, vous ne payez plus. C'était payé par une partie de l'État et beaucoup les assurances privées. Et l'expérience a été arrêtée au bout de 2-3 ans. Ça a été une catastrophe. Parce que bien évidemment, ils se sont aperçus que les coûts que les dépenses avaient augmenté de manière complètement désordonnée. Parce que ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. Donc fatalement, ça ne coûte rien. Et l'assistanat, c'est pareil. C'est à force d'être assisté en tout, c'est comme ça. Naturellement, l'être humain va pour en profiter. Enfin, je veux dire, c'est très humain et je blâme pas les gens qui en profitent beaucoup parce que tout est fait pour qu'ils le fassent. Donc il y a un moment, puisqu'on vous explique que si vous pouvez pas travailler si vous avez un job à 100 km de chez vous, effectivement c'est loin et on comprend que vous restiez au chômage. Bon, effectivement, là, à partir de ce moment-là, il a raison de ne pas aller faire 100 km pour se déplacer ou déménager. On perd la valeur des choses. Oui, c'est logique et vraiment, je ne blâme personne en disant ça, mais c'est très humain et je pense que tout le monde en conviendra. Mais c'est un vrai système organisé. Ça, alors là, pour le coup, on est très très bon là-dedans. Aujourd'hui, on donne comme horizon, notamment à gauche, l'idée que il y a de fortes inégalités en France, qu'en taxant les riches, non pas à tel pourcent, mais à tel pourcent, on va s'en sortir. Et au final, le ping-pong entre les partis eux-mêmes est difficile à comprendre quand on voit par exemple le Rassemblement national qui dit non, il faut taxer le patrimoine, pas la richesse, parce qu'il y a une différence. On a du mal à s'y retrouver quand même. En fait, le résultat, c'est toujours taxer, quoi. Taxer, c'est quand même le mot magique qui évite de se poser les questions, quoi. C'est le truc, c'est incroyable. Donc ça permet de... vous avez un problème, paf, une taxe. Comme ça évite de se poser la question de savoir pourquoi il y a ce problème, d'où ça vient, est-ce qu'on dépense mal, bien, ou quoi que ce soit. Non, une taxe. Donc après, les inégalités... Encore une fois, je sais plus très bien de quoi on parle dans inégalité, parce que maintenant, aujourd'hui, tout est inégalité. Donc, moi, je veux bien qu'il y ait des gens plus riches que d'autres et des gens plus pauvres que d'autres. Maintenant, le principe d'égalité est un idéal fort sympathique, mais qui se trouve n'a jamais été atteint par
dans toute l'histoire de l'humanité par aucune civilisation. Donc il y a un moment, il faut se poser les bonnes questions, et l'inégalité ne peut pas être une excuse à tout et n'importe quoi. Parce qu'en fait, à force de vouloir promouvoir, combattre l'inégalité, on en vient à créer des inégalités encore plus fortes. Aujourd'hui, qui contestera qu'un petit Français né dans un petit village en Bourgogne a infiniment moins de chances d'aller dans une très bonne école, de bénéficier d'aides d'État, de bourses, de tout ce que vous voulez, d'animation culturelle, de possibilités, qu'un jeune gars qui habite dans une cité du 93. Et là, j'invente rien, ça s'appelle la France périphérique de Christophe Guilluy. Hein, donc là, la force de combattre les inégalités, on en crée d'autres. La nature et horreur du vide. Donc voilà. Donc bon, moi, le principe d'inégalité n'est pas un argument en soi. C'est un idéal à espérer, mais c'est pas non plus un outil de gestion au quotidien, quoi. Enfin, ça me paraît complètement absurde. De même, aujourd'hui, vous avez probablement plus d'inégalités entre un fonctionnaire à Bercy et une caissière de supermarché, et pourtant, ça n'empêche pas les deux probablement d'être très heureux à leur niveau. Donc non, j'avoue que je ne comprends pas cet argument en fait. Mais bon, écoutez, c'est... Est-ce qu'il y a un point sur lequel vous souhaiteriez revenir pour conclure cette interview ? Oui, vraiment j'insiste, alors on en a déjà parlé, mais oui, Milei a un mode de fonctionnement un peu curieux, oui, Milei est hors système, il est un peu foufou parfois, oui, il a un petit côté incongru par certains côtés, et parfois un peu brutal, il faut le dire. Mais moi j'invite les gens à regarder d'abord ce qu'il a fait, avant ce qu'on imagine qu'il a fait. Et ça vous change vraiment, parce que je discutais il n'y a pas longtemps avec un élu de gauche à l'Assemblée, alors de gauche du Parti socialiste pour être tout à fait honnête, qui disait quand on rentre dedans, on se rend compte que tout n'est pas absurde. Merci Pierre-Jean Noriel d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir.